L'échiquier international, soyez les bienvenus. Où en est le droit international après Gaza, l'épisode du kidnapping du président vénézuélien Nicolás Maduro, les demandes de démission de la France et de l'Allemagne, de la rapporteuse de l'ONU Francesca Albanese, ou encore récemment l'inauguration du fameux Board of Peace à Washington de Donald Trump. D'ailleurs, ce dernier n'a-t-il pas affirmé que le droit international onusien avait failli à contribuer à la paix et que la seule limite de son action extérieure serait sa propre morale? Qu'est-ce que cela sous-entend? Simple déclaration ou plutôt un signal inquiétant pour l'avenir de l'ordre international? On en parlait, c'est tout de suite. Où en est le droit international? On va voir ensemble des cas concrets et essayer de mieux comprendre peut-être la situation de sa fameuse juridiction internationale avec des cas et des sorties de gouvernement ou même l'inauguration de Board of Peace à Washington où Donald Trump a critiqué justement les missions onusiennes. Pour lui, elles ont failli apporter la paix dans le monde. On en parle avec Olivier Korten, professeur de droit international à l'Université de Bruxelles. Bienvenue, bonsoir. Est-ce que M. Korten m'entend? C'est pas grave, on va essayer de rétablir la connexion. On le disait, l'entrée en matière du président américain dans la politique internationale dans cette année 2026 aura marqué sans doute, et pour longtemps, beaucoup d'observateurs et même de spécialistes du droit international. On avait vu des choses avec le Venezuela et le kidnapping de Nicolás Maduro, ou encore des menaces incessantes, que ce soit en ce moment même contre l'Iran ou même contre certains pays de l'hémisphère sud, Cuba avec le blocus économique ou encore le Mexique et la Colombie. Trump ne fait pas grand cas du droit international. Pour lui, les intérêts des États-Unis d'Amérique priment au-delà de toute juridiction internationale. Justement, on me dit qu'on a récupéré Olivier Korten. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, professeur de droit international à l'Université de Bruxelles. Vous êtes spécialiste également du droit international. Justement, on se souviendra de cette année 2026, c'est l'entrée en matière du président américain en politique internationale, justement, avec l'opération menée au Venezuela avec le kidnapping de Nicolás Maduro, ou encore les menaces d'intervention encore d'actualité contre Cuba, le Mexique, la Colombie, ou encore l'Iran. Et n'oublions pas la volonté d'annexion du Groenland. Les spécialistes du droit international comme vous doivent avoir matière à réflexion en ce moment, non? Oui, en effet, c'est pas tellement qu'il y a des violations du droit international, il y en a eu beaucoup dans le passé. Pensez par exemple évidemment à ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore d'ailleurs en Palestine. On peut penser auparavant à la guerre d'Irak par exemple. Donc les violations assez graves, elles ne sont pas nouvelles. Ce qui est peut-être nouveau ici, c'est un discours de la part du président des États-Unis qui tend non seulement à violer le droit international, mais à l'écarter complètement comme cadre de référence en estimant qu'il n'aurait même plus besoin de se justifier en droit international. Ce qui est nouveau du temps de George W. Bush, par exemple, les États-Unis, certes, avaient violé à plusieurs reprises le droit international, mais néanmoins l'avaient interprété à leur manière, essayé de se justifier. Ici, ce n'est même plus le cas. Un rappel peut-être avec l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui interdit à ses membres, dans le cadre des relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. C'est-à-dire que, dit simplement, l'utilisation de la force est interdite, proscrite en tout cas. Sauf que Donald Trump, entre cette jurisprudence internationale et les intérêts américains, le choix est vite fait. Il le dit lui-même, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question, ce qu'il nomme lui-même d'ailleurs la doctrine Monroe. Oui, c'est pas nouveau non plus qu'il y ait des doctrines de la part des présidents des États-Unis. Il y avait la doctrine Reagan dans les années 80, il y avait la doctrine Bush que j'ai déjà évoquée.
Donc, en effet, ils opposent le respect des règles ici aux intérêts des États-Unis. Néanmoins, à plus long terme, c'est pas sûr qu'il entre dans l'intérêt des États-Unis de se passer de la charte de l'ONU, parce que si jamais on n'est plus tenu par l'interdiction du recours à la force, ça vaut pour les États-Unis, mais aussi pour d'autres, pour la Russie, pour la Chine, pour l'Arabie saoudite, pour l'Iran, pour la Corée du Nord. Et donc, ça va entraîner évidemment un monde totalement instable, ce qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt des États-Unis et plus largement d'ailleurs des entreprises, y compris états-uniennes, qui sont quand même preneuses d'un minimum de réglementation de droit international, de règles et aussi de juges et d'arbitres qui tentaient d'inscrire dans ces relations. Parlons d'un cas concret, si vous voulez bien, Olivier Courtine, avec le Danemark, qui ont découvert avec les visées de Trump sur le Groenland ce que certains peuples ont expérimenté peut-être il y a quelques années, comme le peuple irakien en 2003. À l'époque, les juristes de la Maison-Blanche ont parlé de guerre préventive par rapport aux armes de destruction massive et ce qui en est suivi avec l'invasion en Irak. Donc Trump aujourd'hui parle aussi de menaces extérieures avec cet argument juridique de guerre préventive, puisque selon lui, la Chine et la Russie sont en train de mettre la main sur le Groenland et pour lui, il faudra réagir sur le moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais évidemment, cette justification de la guerre préventive n'a aucune base en droit international. L'article 51 de la Charte qui énonce une exception à l'interdiction. Quand on parlait du Danemark, on disait que le Danemark était membre de l'OTAN. Si jamais ce pays est menacé par un membre permanent du Conseil de sécurité, quelles peuvent être les réactions des autres membres du Conseil de sécurité ? Oui, donc si en effet, quand on dit si, en réalité, ce n'est pas une hypothèse. Le Danemark est menacé par les déclarations du président Trump. Ça veut dire que le Danemark peut très bien invoquer ce qu'on appelle la légitime défense collective, non, pour en tout cas se préparer à se défendre. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a mené un certain nombre d'États européens à envoyer des soldats au Groenland pour protéger ce territoire qui appartient au Danemark d'une éventuelle attaque des États-Unis. C'est d'ailleurs à la suite à la fois de déclarations, de dénonciations qui ont été faites du discours du président Trump et de ce mouvement que le président Trump, pour l'instant en tout cas, semble avoir mis ses revendications et ses menaces un petit peu en sourdine, pour l'instant en tout cas. Et quand on dit des menaces de Washington contre Cuba, le Mexique, la Colombie, qui sont membres de l'Organisation des États américains, ou même les menaces américaines en ce moment de bombardement contre l'Iran, quels outils le droit international donne quand ces pays sont menacés d'être des cibles de bombardement, et qui plus est de la part de la plus grande puissance mondiale? Oui, comme je le disais, les outils, en réalité, c'est soit le Conseil de sécurité, mais évidemment, ici, les États-Unis ont le droit de veto, donc on imagine mal que le Conseil lui-même prenne des sanctions contre les États-Unis, mais soit, si ça ne fonctionne pas, la légitime défense, c'est-à-dire le droit pour chaque pays, non seulement de se défendre lui-même, mais aussi d'obtenir de l'aide de la part d'autres États. Évidemment, et donc, ce sont les outils que le droit international met à la disposition des États. Et c'est ce qui fait, par exemple, que des États européens disent qu'ils vont aider le Danemark, le cas échéant, en cas d'agression. Maintenant, ce ne sont jamais que des outils juridiques. Derrière les outils juridiques, il y a les rapports de force, il y a la volonté politique. Et donc, ça ne peut évidemment pas remplacer cela. Par conséquent, évidemment, ce n'est pas ça non plus qui va garantir qu'effectivement les États-Unis ne mettent pas leurs menaces, mais en tout cas, quand même, ça rend en tout cas le prix d'une intervention des États-Unis beaucoup plus élevé s'ils voient le président de ces menaces se heurte à de vives oppositions et aussi à des déclarations d'intention d'aider les victimes des menaces. Rien n'interdit à un État, selon le droit international, de défendre son territoire. Par exemple, si on prenait le cas de l'Iran.
C'est ça. Donc l'Iran pourrait, si l'Iran est attaqué effectivement, pourrait bien sûr défendre son territoire, ça va sans dire, et pourrait aussi répliquer en visant des objectifs militaires des États-Unis à l'extérieur du territoire iranien, y compris aux États-Unis en théorie. De nouveau, ici, le droit international donne les outils de manière assez claire, mais ces outils, il faut encore avoir les moyens de les utiliser. Et ça renvoie à un rapport de force militaire. Maintenant, si d'autres États voulaient aider l'Iran à se défendre, ce serait là aussi possible. Mais là encore, c'est soumis au rapport de force et à une volonté politique de la part de ces autres États. À l'aune de ce qu'on s'est dit, on a parlé du Venezuela, du Groenland, on a essayé de soulever quelques exemples concrets. Est-ce que les normes juridiques internationales ne seraient-elles pas dépassées? Alors, elles ne le sont pas plus qu'elles ne l'ont jamais été, et ça a toujours été comme ça. Vous avez mentionné la guerre d'Irak de 2003. Les États-Unis ont invoqué la guerre préventive. Ils n'ont pas été entendus dans le sens où la très très grande majorité des États de l'ONU les ont condamnés. Néanmoins, ils sont quand même intervenus en Irak. Sauf Donc, que on voit bien. peut-être là, les États-Unis à l'époque faisaient l'effort d'enrouler leur guerre préventive avec des arguties juridiques. Cette fois-ci, Trump ne s'encombre pas de ce type d'approche. C'est peut-être là la différence. Tout à fait, c'est la différence, comme je l'ai dit en commençant cet entretien. Mais ce qu'on constate ici la situation actuelle, c'est que c'est ce discours qui tend à mettre de côté le droit international et qu'il a assumé comme tel est lui-même vigoureusement combattu, non seulement par un très grand nombre d'États, en réalité, y compris des États occidentaux normalement alliés des États-Unis, le mouvement des non-alignés, des États africains, entre autres, la Russie, la Chine, mais aussi au-delà des États par des sociétés civiles, toute une série d'organisations d'ONG ou de, je dirais, de médias plus largement. Et enfin aussi, il ne faut pas l'oublier, je l'avais évoqué tout à l'heure en passant, les entreprises qui sont plutôt un droit que la force de droit, qui préfèrent que les relations internationales soient régulées par des règles plutôt que par la morale changeante d'une personne, morale changeante qui aboutit à une instabilité, y compris sur le plan économique, ce qui, à long terme, a montré la doctrine ou la position du président Trump difficilement tenable. Vous l'avez dit, hein, rien de nouveau selon vous, hein, avec les graves violations du droit international commises dans le passé. On peut parler bien entendu de l'invasion en Irak en 2003, les États européens également avec le dossier de la Yougoslavie en 99 ou encore l'OTAN en Libye en 2011. Il y a cette fameuse expression, c'est-à-dire qu'on parle de droit international à la géométrie variable, que le droit international finalement n'est fait que pour contraindre les ennemis de l'Occident. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est vrai en partie, le dossier palestinien est là pour le montrer. On voit très bien à travers cet exemple comment une agression et l'occupation d'un État, la Palestine, ne donne non seulement pas lieu à des sanctions concrètes de la part d'autres États qui auraient les moyens en fait de mettre la pression sur Israël, mais même davantage, pour ce qui concerne les États européens, ils sont carrément associés à Israël. Donc on voit bien qu'on est très très loin d'une application du droit international qui serait uniforme, systématique et qui ne serait pas affectée par ce double standard. En même temps, le droit international, il est aussi invoqué par les puissances les plus faibles. Si vous regardez historiquement la règle de l'interdiction du recours à la force, elle est toujours brandie par qui? Par les États latino-américains, par le mouvement du non-aligné, par les États du Sud, et même aujourd'hui par les États européens qui se sentent menacés. Et donc c'est ce qui fait quand même qu'il y a du vrai, en effet, dans cette idée de double standard et que le droit international est utilisé au profit des États occidentaux. Et parfois, il est utilisé aussi à leur encontre. Et un dernier exemple, mais qui évidemment que l'Algérie connaît bien, par exemple, c'est le droit à l'autodétermination, qui a été créé, qui s'est développé, qui a été mobilisé, et qui a été quand même appliqué avec la décolonisation contre la volonté d'un certain nombre d'États occidentaux. Donc on voit bien que le droit international, c'est une arme et qu'elle peut être utilisée évidemment dans des sens très très différents.
Autre chose, autre sujet, la rapporteuse de l'ONU pour la Palestine, Francesca Albanese, ne démissionnera pas malgré la pression de la France et malgré les appels du ministre des Affaires étrangères français ainsi que ses homologues allemands et tchèques. Est-ce que ce n'est pas la première fois, peut-être qu'on se retrouve dans ce cas de figure, c'est-à-dire que une rapporteuse de l'ONU qui est exposée à une campagne politique qui la prend pour cible, elle, pourtant qui n'a cessé de documenter des crimes de guerre sionistes perpétrés contre les Palestiniens. Tout à fait, c'est pourquoi les déclarations du ministre français des Affaires étrangères ont été très fortement critiquées à l'intérieur même de la France, pas seulement, mais aussi à l'intérieur même de la France, et qu'elles n'ont pas d'effet à l'échelle internationale. Pour bien les comprendre, je pense qu'il faut se référer au contexte politique intérieur en France, avec en effet une espèce de clivage entre la droite et dorénavant l'extrême droite qui semble s'unir à cet égard, qui peut utiliser l'argument de l'antisémitisme de manière complètement excessive pour critiquer toutes les personnes qui elles-mêmes mettent en cause tout simplement la colonisation, l'occupation et aussi le génocide en Palestine, toutes choses qui ont été en réalité documentées non seulement par Francesca Albanese, mais qui aussi trouvent des confirmations dans toute une série de sources, y compris de la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Donc sur le plan juridique, ces déclarations du ministre français n'ont absolument aucun sens. Elles n'ont en réalité qu'un objectif et une portée probablement dirigée vers la politique intérieure française. On verra si c'est efficace de ce point de vue-là. À l'échelle internationale, en tout cas, c'est totalement inefficace. Mais Albanese est allé plus loin dans ses récents rapports concernant le génocide à Gaza, puisqu'elle évoque désormais un système mondial où s'entrelacent et se renforcent des intérêts économiques et politiques au détriment des droits et de la loi, qui a rendu et qui rend possible le génocide à Gaza. Elle considère ce système supracapitaliste, qui est le colonialisme d'ailleurs, et selon elle, c'est de cela qu'il s'agit quand elle évoque les ennemis de l'humanité. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas que le droit international s'arrête là où les intérêts de l'argent commencent? Oui, comme je l'ai dit, ça s'arrête, mais enfin, d'un certain point de vue, il peut être détourné de ses fins par, en effet, des intérêts économiques. C'est ce que, en effet, Francesca Albanese relève en évoquant les liens économiques qui peuvent exister avec Israël de la part de toute une série d'États, mais aussi d'entreprises occidentales. Mais en même temps, c'est pas si simple, comme j'ai essayé de le dire, puisque les entreprises économiques elles-mêmes utilisent le droit international. Alors, dans ce cas-ci, c'est difficile, encore qu'ils essayent de nier toute violation dans ce qui se passe en Palestine. Mais plus largement, donc, elles ont, ces entreprises, besoin du droit international pour garantir la sécurité des investissements et pour essayer tout simplement de faire respecter les contrats en matière de commerce international, contrats qui évidemment sont de plus en plus, et ça fait bien longtemps d'ailleurs, qui sont mondialisés et qui ne peuvent plus efficacement se contenter de se déployer à l'intérieur de chaque État. Olivier Courtel, mais vous dites que ces entreprises peuvent utiliser le droit international. C'est un peu compliqué. Vous semblez dire qu'il y a deux droits au niveau de la juridiction internationale. Quand par exemple Caterpillar, l'entreprise de travaux construit des colonies sauvages, entre guillemets, selon l'ONU, en Cisjordanie occupée, selon l'ONU, ce territoire n'appartiendrait pas à l'entité sioniste. Difficile pour ces entreprises d'utiliser le droit international. En effet, mais donc elles vont considérer tout simplement que c'est leur liberté de commercer et que de ce point de vue-là, elles ne consacreraient pas, elles n'encourageraient pas la colonisation et tout simplement elles aideraient en quelque sorte les populations locales. Alors je ne suis pas du tout convaincu par cet argument. C'est celui qu'on entend aussi par exemple pour justifier le commerce avec le Sahara occidental sous occupation marocaine. Mais c'est ce qui est utilisé par les entreprises. Maintenant, ça ne fonctionne pas toujours, loin s'en faut, et le droit international, de ce point de vue-là, c'est un discours qui peut être utilisé et qui, pour combattre aussi cette entreprise, ce qui est fait notamment
dans les pays occidentaux par des mouvements comme le mouvement US, par exemple, des investissements sanctions, qui vont encourager ce qui fonctionne quand même dans une large mesure et ce qui fait que ces entreprises parfois vont modifier leur comportement. On l'a vu dans une série de cas, on pense à Airbnb par exemple, où on exige où l'étiquetage des produits dans des colonies, où de plus en plus on va essayer, dans toute une série de restreindre la liberté de commerce de ces entreprises et contrer leur discours, un autre discours avec une autre interprétation internationale qui fait appel aussi à d'autres principes de droit international. Dernière question, il y a quelques années, en 96, lors de l'émission américaine 60 Minutes, Madeleine Albright, alors ambassadrice de l'ONU, on lui avait posé la question sur la raison d'être dans l'embargo américain contre l'Irak qui avait fait plus de 500 000 enfants morts et qui avait lâché son fameux « We think the price is worth it ». Nous pensons que le prix en valait la peine. Est-ce que cela ne résume pas un peu, peut-être, un certain travers de l'Occident, Olivier Courtine? Oui, alors d'un certain point de vue, bon, alors si on remonte à cet exemple particulier que vous donniez, ici les États-Unis à cette époque avaient réussi à avoir des résolutions du Conseil de sécurité qui légitimaient ces sanctions économiques. Elles étaient critiquées par toute une série d'organisations de défense des droits humains qui estimaient que ça ne se justifiait pas et que le prix était trop élevé au regard même du droit international. Mais bien sûr, vous avez raison de faire le parallélisme. Aujourd'hui encore, si on repense à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à Gaza, on a parfois, l'Occident, c'est pas monolithique, donc on a parfois certains acteurs et certains dirigeants occidentaux qui vont dire finalement que le terrorisme, eh bien, c'est 70 000 victimes, c'est le prix à payer pour que le Hamas, par exemple, n'ait plus de pouvoir de nuisance et que par conséquent, il y aurait une espèce de proportionnalité. Et donc, c'est en effet un discours qu'on entend encore aujourd'hui. Je répète cependant que si on veut le droit international, on peut évidemment critiquer fortement ce Sauf concernant le Hamas, pardon, Olivier Courtine, concernant le Hamas, on considère selon le droit européen qu'un groupe est terroriste à partir du moment où il commet des attentats en dehors de son territoire naturel, ce qui n'est pas le cas du Hamas, ça a été prouvé par le droit européen. Oui, mais la question, je pense, n'est pas là. Le fait que le Hamas soit ou pas considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne ne justifie absolument en rien une campagne qui a été menée par Israël et qui a fait des dizaines de victimes. Donc, de ce point de vue-là, l'argument du terrorisme est toujours un argument qui a été utilisé en particulier depuis 2001 pour justifier des guerres et aussi pour tuer des civils, parfois de manière, souvent, de manière bien plus massive que ce qu'avaient pu causer les attentats. Et donc c'est ça finalement le problème. C'est ça qui fait que ce discours cynique, ça en vaut la peine, se heurte directement au principe du droit international qui interdisent les guerres, y compris pour lutter contre le terrorisme, à moins qu'on ait d'autres arguments, et qui même quand on mène ces guerres, ne justifie en rien des attaques contre les civils et des dommages et des victimes civiles de manière totalement disproportionnée. Et là, le droit international offre des outils et est utilisé comme tel. Et il me semble que c'est très bien comme ça. Merci Olivier Courtine d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international à l'Université de Bruxelles. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir participé à notre émission. Avec plaisir. Au revoir. L'ICHIG International se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.